Bonjour Pierre Cassin, on ne vous Bonjour. présente plus Pierre Cassin, vous êtes l'un des fondateurs de Riposte Laïque. Et 7. voilà, vous publiez aux éditions Riposte Laïque votre nouveau livre qui s'appelle « Et la gauche devint la putain de l'islam ». Déjà le titre, on peut dire que vous cognez fort, hein, Pierre Cassin. Oui, alors en sachant que pour les délicats qui seraient un petit peu choqués par le mot putain, je rappelle tout de même que Jean-Paul Sartre est l'auteur d'un livre où il y a le mot putain, et je rappellerai aux 68ards que en 1972, Jean Eustache a fait un film culte intitulé La maman et la putain. Voilà. Le titre est d'autant plus fort, c'est que il n'émane pas d'un homme qui a un passé d'extrême droite sulfureux, qui tenait des propos racistes, etc., anti-gauche, puisque vous êtes vous-même issu de la gauche, ce qui donne encore plus de sens à ce titre. J'explique que j'ai milité à gauche de 1970 à 2005. Et j'ai été 38 ans au syndicat du livre CGT. Voilà, un cégétiste. Alors, Pierre Cassin, que faire de plus pour sauver le pays? Vous commencez, vous racontez votre situation à 65 ans. Vous avez pris conscience que le problème majeur de notre pays, ça vous le dites pas finalement, c'était pas les riches et les pauvres, c'était pas ceci, cela, c'était simplement l'islamisation croissante de notre pays. Ça a été le déclic finalement, un combat civilisationnel. Totalement. Moi, il y a deux dates qui m'ont vraiment marqué. C'est 1989 et l'affaire des jeunes filles voilées à Creil. Et c'est 2003 où Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, se fait siffler plus de 10 minutes au Bourget à un congrès de l'UOIF, simplement pour avoir déclaré que les jeunes filles musulmanes devaient, sur des photos d'identité, retirer leur voile. Bon, là, il y a quand même un déclic, et puis au fur et à mesure, je me dis que moi, je suis un ancien syndicaliste, je ne le cache pas, je ne renie absolument pas ce que je considère comme le formidable syndicat du livre CGT que j'ai côtoyé, mais je considère à quoi bon aujourd'hui dans notre pays mener des combats sociaux. Moi, la semaine de 35 heures, la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires, on est en plein dans le mouvement des Gilets jaunes, hein. Et le livre a été bouclé 15 jours avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc je me pose la question, à quoi bon ces acquis sociaux absolument indispensables, nécessaires et légitimes, si à côté de ça vous habitez dans un quartier où on ne parle plus français, si à côté de ça, vous n'avez plus la sécurité, si vous avez votre cave régulièrement vandalisée, si vous êtes obligé de changer de trottoir, si vos enfants se retrouvent minoritaires à l'école comme les seuls blancs européens dans une école où tout le monde ne parle pas français, à quoi bon le social si on n'est plus en France et si on perd tout ce qu'il y a de bien, de beau, de magnifique dans notre pays? D'où le sens un petit peu de ce livre, qui est un réquisitoire, c'est vrai, contre ceux que je considère les fossoyeurs de la France. On va en parler des fossoyeurs de la France. Vous ne leur faites aucun cadeau, qu'ils soient journalistes ou hommes politiques. Mais d'abord, une question plus personnelle, Pierre Cassin. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience au moment de l'affaire de Creil, ce foulard, ce proviseur du lycée de Creil, dont on se souvient, Ernest Chénière, qui avait dit à la femme, à cette jeune fille, de retirer son voile. Ça avait fait la une des journaux télévisés. Qu'est-ce qui, dans votre esprit, vous a fait dire: ce n'est pas anecdotique, il se passe quelque chose d'important qui va mettre en jeu l'avenir de notre pays, alors qu'à cette époque, on aurait pu penser, bon, ça se passe dans une banlieue difficile, voilà, point, ça va pas s'étendre. Alors moi, je suis profondément laïque. Je suis content de vivre dans un pays où il y a une séparation du religieux et du politique, où on est dans l'esprit de Victor Hugo en 1850. Je veux la France, je veux l'Église chez elle et je veux l'État chez lui. Moi, ça me va. J'ai pas envie d'un président de la République qui jure sur la Bible, comme aux États-Unis. J'ai pas envie qu'on ait des tribunaux avec des crucifix. J'ai pas envie de ça. Et quand je vois en 1989, alors que je trouve le modèle laïque, moi, dans les années 90, me convient. Il n'y a pas encore l'offensive de l'islam. Et je vois à travers ça une première capitulation d'un État, par ailleurs des socialistes, qui sont pour la plupart des bouffeurs de curés.
C'est-à-dire, Il y a un paradoxe, finalement. C'est un paradoxe, oui et non, parce que finalement, on découvre que leur problème est que la laïcité, c'est un cachex à une haine du catholicisme. Mais c'est un cachex à une haine du catholicisme et en même temps à une espèce de culture de culpabilisation. En gros, on accepte de l'islam 100 fois plus que ce qu'on accepterait du catholicisme. Et là, moi, ça va pas, quoi. Moi, la laïcité, c'est la séparation et il n'y a pas de religion dans la sphère publique. C'est pas possible. Ah, justement, il y a des opinions différentes, divergentes sur la définition de la laïcité. Comment concevez-vous la laïcité ? Alors, il est intéressant de voir que les musulmans s'appuient sur la conception de la laïcité anglo-saxonne. C'est-à-dire la laïcité anglo-saxonne. C'est la liberté totale. Voilà, ce sont. On rentre au contraire la religion dans l'espace public si on le veut. Au nom d'une conception libérale des libertés individuelles. C'est-à-dire que la liberté individuelle supplante ce que nous appelons, nous, le res publica, la séparation et des règles générales du vivre ensemble qui nécessitent quand même qu'on ne sort pas, j'ai envie de dire, son étiquette religieuse quand on est policier. On ne met pas un voile islamique quand on est enseignante. Dans les pays anglo-saxons, c'est le cas. Et si vous remarquez, c'est le modèle dans lequel Emmanuel Macron veut nous embarquer. Je vous ferai remarquer que pendant la campagne présidentielle, Macron nous a expliqué que pour lui, la laïcité, c'était le droit pour les jeunes filles de porter le voile dans les entreprises et partout où elles souhaitaient, parce que pour lui, il le dit très souvent, il est contre une laïcité qu'il appelle liberticide. Or, pour nous, c'est très clair, tous ceux qui mettent un adjectif derrière le mot laïcité, que ça soit laïcité modérée, que ça soit laïcité tolérante, que ça soit laïcité ouverte, que ça soit laïcité moderne, que ça soit laïcité dynamique, vous pouvez être sûr que ce sont ceux qui veulent brader les principes de la loi de 1905 au profit du seul islam. Les mêmes, peut-être, vous rétorqueront, vous êtes pour une laïcité extrémiste, Pierre Cassin. Non, une laïcité qui, depuis 1905 et jusque dans les années 80-90, se passait très bien en France. Ça veut dire, par exemple, la polémique sur les crèches dans les municipalités, ça relève de la laïcité ou ça relève de la culture, de votre point de vue? Alors, je vais vous dire, Yannick, il y a 20 ans, je vous aurais probablement tenu un discours comme quoi les crèches, qui sont un symbole catholique, n'ont rien à voir dans les mairies qui sont les mairies de tous, qu'ils soient croyants ou pas croyants. 20 ans plus tard, je dis bravo Robert Ménard, je dis bravo Julien Sanchez, parce que je pense qu'il y a une dimension supérieure à la crèche, c'est une dimension civilisationnelle, c'est une dimension culturelle, et je connais plein de personnes qui sont athées, certains même bouffeurs de curés, et qui mettent leur crèche comme ils mettent leur sapin de Noël au nom de la tradition. Et je trouve justement que la politique, les mots d'ordre, ça s'adapte aussi aux périodes. Donc je considère aujourd'hui que les maires qui mettent leur crèche dans des mairies participent quelque part à un appel, à une défense de notre civilisation, de nos principes, de notre histoire, que pour moi il faut soutenir, d'autant plus qu'il est quand même cocasse de voir que les associations dites antiracistes comme la LDH, qui les poursuivent devant les tribunaux, n'ont jamais bougé une oreille quand Anne Hidalgo, maire de Paris, célèbre tous les ans le Ramadan à la mairie de Paris, donc avec nos sous. Donc, halte à l'hypocrisie, et moi, ça ne me dérange pas aujourd'hui. C'est un acte de résistance face à la disparition de nos valeurs. Je rappelle que je suis avec Pierre Cassin, le fondateur de Riposte laïque, qui nous parle de son livre « Et la gauche devint la putain de l'islam ». Vous ne ménagez pas en première partie nos confrères journalistes, Pierre Cassin, notamment Claude Ascolovic, vous dites « je t'accuse d'être responsable finalement ». Est-ce que finalement, il n'y a pas une partie de la classe journalistique qui est en train d'évoluer? Comment ressentez-vous cela? Peut-être qu'ils ont mis un peu de temps, mais vous avez par exemple des journalistes du Monde,
des journalistes de Libération, qui commencent à dire sur la question de l'islamisme, ça va beaucoup trop loin. Alors, d'abord, les deux journalistes... Est-ce que vous acceptez cette évolution? Je vais répondre. J'ai des doutes sur l'évolution. D'abord, les deux journalistes que je pointe du doigt, c'est Claude Askolovitch et c'est Edoui Plenel. On va dire deux journalistes qui ont écrit des bouquins victimisant à outrance les musulmans, deux journalistes qui, très franchement, rêvent, notamment pour Edoui Plenel, d'une France musulmane. Par haine de notre histoire, par haine de la France, par dogmatisme, par tiers-mondisme, on peut appeler ça comme on veut, mais je veux dire, c'est très clair que bon, on a vu la connivence entre Edoui Plenel et Tariq Ramadan, on a vu les discours d'Edoui Plenel lors des assassinats des journalistes de Charlie Hebdo, ce sont vraiment deux caricatures de ce que nous appelons dans notre jargon, deux islamo-collabos, dans notre jargon. Hein. Vous estimez finalement que la haine d'une certaine partie de la classe intellectuelle contre les valeurs traditionnelles françaises, cette haine les amène à faire le jeu de ce qui pourrait être finalement, au final, leur ennemi aussi. Ah, mais si ces gens étaient au pouvoir, ils ne leur feraient pas de cadeau non plus. Vous savez, les communistes ont amené l'ayatollah Khomeini au pouvoir en Iran en 1979 en passant une alliance avec eux contre le Shah. Ils ont payé très cher leur alliance, puisqu'une fois qu'il n'y avait plus besoin d'eux, ils se sont retrouvés dans les geôles de l'ayatollah et quelques-uns d'entre eux ont fini pendus. Je pense que Plenel et Askolovitch, ça serait le sort qui leur serait réservé. Mais à part ça, aujourd'hui, je vais revenir sur les deux journalistes du Monde. Aujourd'hui, c'est clair que ce sont des gens qui participent activement à la déconstruction de la France et à l'anéantissement de notre modèle. Et pour ça, ils nous balancent l'islam contre le modèle laïque, ça c'est très clair. Ce sont des gens qui veulent détruire la France, réellement. Alors les deux journalistes du Monde, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui jusqu'à maintenant ont joué cette partition. Il y en a qui disent « Le Monde prend conscience du problème ». Bah non, moi je crois pas une seconde. D'abord, c'est intéressant, c'est de remarquer qu'ils ont fait bosser des jeunes des écoles de journalistes et que c'est eux, les deux journalistes du Monde, qui ramassent la mise quelque part. Bon, pourquoi pas, on met le pied à l'étrier à des jeunes, mais c'est un peu moins courageux que d'aller se frotter sur le terrain comme va le faire par exemple un Bernard de la Villardière. D'autre part, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'il ne faut pas laisser la critique de l'islam à Zemmour. Ils vous disent qu'il ne faut pas... D'abord, ils disent jamais l'islam, pardon. Ils disent de l'islamisme. C'est-à-dire qu'ils font la différence, comme tous les enfumeurs, entre islam et islamisme. Ce que nous ne faisons plus depuis longtemps. Donc d'abord, ils nous noient le poisson avec l'islamisme radical, et d'autre part, ils racontent qu'il ne faut pas abandonner le terrain à l'extrême droite. Ils découvrent l'eau chaude à la prétendue extrême droite. Ils découvrent l'eau chaude en citant des choses que nous connaissons depuis 15 ou 20 ans, et surtout, on ne voit pas ce qu'ils amènent de nouveau, et surtout ce qu'ils proposent de nouveau. Ils se contentent de dire qu'il ne faut pas laisser le terrain aux extrémistes. C'est tout. Ça s'appelle chevaucher un combat pour mieux le détourner. Lorsque vous évoquez cette nuance faite par les journalistes, islam, islamisme, il y a aussi des lois qui sont en vigueur en France et qui obligent à faire cette nuance. Alors, qui obligent à faire cette nuance, non. Mais disons que si vous ne la faites pas, voilà, oui, donc qui oblige. Vous savez qui oblige. Il y a quand même Éric Zemmour qui maintenant sur tous les plateaux de télévision, quand il a la parole, ne dit jamais islamisme, ce qu'il disait il y a entre 5 et 10 ans, qui dit tout le temps l'islam, qui démonte cette imposture et qui ne s'est jamais retrouvé au tribunal pour cette raison. Il s'est retrouvé au tribunal pour d'autres raisons, mais jamais pour celle-là. Donc moi, j'encourage réellement tous les Français. Je fais une distinction, cher Pierre Cassin, entre les écrivains, les intellectuels qui sont sur les plateaux, qui peuvent parler plus d'islam en englobant, eux ne risquent simplement, éventuellement, qu'une plainte, si jamais il y a un mot qui dévie, par rapport aux journalistes qui sont dans des médias autorisés par l'État. Il y a aussi une grande nuance.
Peut-être, Il y a aussi une grande nuance, ouais, j'entends. Mais il faut quand même rappeler à vos lecteurs... Sachant que les journalistes de la presse écrite ne sont pas concernés par ce que je viens de dire. Je parle des journalistes de radio et de télévision dans des médias autorisés par l'État. Mais voilà. J'espère qu'un jour ils inviteront ce grand poète kabyle. Les journalistes sont libres d'inviter qui ils veulent aussi. Oui, hein, mais, voilà. mais Ferhat Mehini, qui a cette parole magnifique, c'est l'islam, c'est l'islamisme au repos. Et l'islamisme, c'est l'islam en action. Alors, Pierre Cassin, dans votre livre, Et la gauche devint la putain de l'islam, il y a des portraits au vitriol, évidemment, comme son nom l'indique, de personnalités de gauche. Avant de revenir sur ces portraits, il y aura un prochain livre, Et la droite devint la putain de l'islam. Vous pourriez en faire aussi. Sans doute, mais moi, ce n'a pas de sens si c'est moi qui écris ça. Moi, je n'ai rien à voir avec la droite. Je ne connais pas. C'est ce que j'ai dit en introduction. Vous venez vous-même. Je ne connais pas la droite. Par ailleurs, je pense que de nombreux patriotes et laïcs de droite pourraient écrire un bouquin équivalent où Mélenchon serait remplacé par Juppé et où quelques personnalités comme celles que j'ai citées pourraient avoir leur équivalent. Alors, au début, ces portraits au vitriol, je me suis dit, quand on connaît le ton de riposte laïque, ils se sont défoulés. Voilà, Pierre Cassin, c'est un peu Mais en réalité, il y a un véritable travail, il y a le sens journalistique qui est remonté. C'est pas gratuit, c'est-à-dire dans chaque paragraphe, vous reprenez des citations, des éléments, des déplacements pour en 3-4 pages sur chaque personnalité dire pourquoi vous accusez cette personnalité. Oui, parce que moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de dire, de paraître régler des comptes gratuitement s'il n'y a pas un travail de fond. Et pas du défoulement. Par exemple, voilà. Ça me paraît intéressant, je me suis occupé un petit peu... Alors il y a des gens que j'ai connus, par exemple, parmi les 12 personnages, j'ai fréquenté de près Gérard Filoche de l'aile gauche du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'il a un portrait, oui. J'ai fréquenté Caroline Fourest à un moment, en tout bien tout honneur, je rassure vos auditeurs. J'ai fréquenté également Jean-Luc Mélenchon, et donc les ayant connus et ayant quelque part eu quelques espoirs, quelques illusions sur eux, je n'en suis que mieux placé pour expliquer leur, on va dire ce que j'appelle leur trahison, et leur reniement, et expliquer pourquoi. Alors justement, on va parler de quelques personnalités, on va pas toutes les citer, parce que là, il suffit simplement de se procurer le livre de Pierre Cassin, Et la gauche devint la putain de l'islam, aux éditions Riposte laïque. Pierre Cassin. Jean-Luc Mélenchon. Alors on va parler de ces gens qu'on voit beaucoup dans les médias en ce moment, évidemment, c'est facile. Bouffeur de curé, mais lécheur de babouche. Vous vous rappelez qu'il a été évidemment le plus jeune sénateur de France. Vous avez longtemps pensé que sa démarche au sein du Parti Socialiste était pertinente. Vous l'aviez soutenu à cette époque-là. Et puis un jour, au fur et à mesure, vous avez compris. Moi, je me suis cherché un petit peu dans les années 2000 et je trouvais la démarche de ce qu'on appelait à l'époque la gauche socialiste, Drey, Mélenchon, Marie-Noëlle Lienemann, je la trouvais pertinente et pragmatique. Donc j'ai longtemps cru en Mélenchon parce que je voyais en lui un espèce de Jaurès bis, un farouche défenseur de la République une et indivisible et un vrai laïc parce que j'écoutais quand il faisait de son bouffeur de curé, ça me plaisait bien. Et justement, en 2003, quand je m'implique réellement dans le combat contre l'islamisation de la France, suite donc au sifflet contre Sarkozy au Bourget, je contacte Jean-Luc Mélenchon. Et je lui envoie un mail et je lui dis, Jean-Luc, il vient de se passer ça, c'est pas possible, on ne peut pas accepter que des membres d'une religion refusent les lois de la République. Il faut mener un combat là-dessus. Et je vois que Mélenchon noie le poisson complètement et me répond « Quand tu mèneras des batailles contre les écoles d'Iwan, on pourra en parler. » Donc je rappelle, les écoles d'Iwan en Bretagne, on n'avait pas le droit de parler français, on parle que breton. Et je lui réponds que je suis contre les écoles d'Iwan dans la République. Je suis pour le droit. À l'époque, Jacques Lang avait amené les écoles d'Iwan dans les écoles publiques. Je lui dis que moi, les écoles d'Iwan dans l'école publique, ça me pose un problème parce que pour moi, il n'y a qu'une langue, c'est le français. Mais je lui dis également que le fait que les musulmanes refusent de retirer leur voile et le fait qu'il y ait encore des élèves voilés dans les écoles publiques pose problème. Et donc, je vois que là, il y a deux Jean-Luc Mélenchon. Il y a le Jean-Luc Mélenchon, bouffeur de curé, alors là, il n'y a pas de limite. Et il y a le Jean-Luc Mélenchon qui se comporte, je ne connaissais pas le mot à l'époque, en dhimmi,
en complice passif de l'islam et qui en permanence a toujours accompagné, parce que c'est pas seulement qu'il est resté passif, c'est qu'il a insulté, injurié, calomnié, évidemment comme il sait le faire, traité d'extrême droite, de raciste, de fasciste, de nazi, etc. Tous ceux qui ont osé vouloir s'opposer à la montée de l'islam en France et à l'islamisation de notre pays. Donc c'est pas seulement la passivité, c'est une complicité sciemment calculée pour favoriser l'islamisation du pays par une immigration de plus en plus nombreuse. Comment expliquez-vous cela? Une vraie question. Alors Mélenchon n'aime pas la France. Je pense réellement, Mélenchon, il a son histoire, que je cite, c'est un mec qui est né, c'est un garçon qui est né au Maroc, qui est arrivé en France à l'âge de 10 ans, suite au divorce de ses parents. Je ne suis pas psy, mais il est dans une fascination d'une prétendue société multiculturelle qu'il dit avoir découverte au Maroc. Et l'a mal connu. Qu'il dit, je pense que vous êtes peut-être plus que lui, vous êtes sans doute mieux placé que moi, Yannick, il n'y a pas de pour fascination. démonter ça. Enfin, et surtout, il n'aime pas la France qu'il découvre. Il arrive en France, il parle d'alcooliques dégénérés, il parle de paysans incultes, il explique quelque part que au Maroc, les gens sont 100 fois plus intelligents qu'en France. C'est un mec qui ose dire quand même qu'il ne peut pas vivre au milieu des blonds aux yeux bleus. Il n'empêche qu'il va pas vivre en Seine-Saint-Denis. Donc c'est quelque part Jean-Luc Mélenchon, au nom d'une conception internationaliste, c'est quelqu'un qui n'aime pas la France, même si pour donner le change, il sort le bleu, blanc, rouge, il va chanter la Marseillaise de temps en temps. Fondamentalement, il n'aime pas la France, et fondamentalement, il n'aime pas notre histoire, et fondamentalement, il hait le catholicisme. Vous revenez dans ce livre, parce qu'en réalité, il y a aussi, vous auriez pu en faire un autre livre, parce que le titre est concentré sur la gauche devant la putain de l'islam, mais vous revenez aussi sur votre parcours, vos premiers engagements, vos premières rencontres dans des usines, il y a beaucoup de livres qui sont finalement hors de la question de l'islam dans ce livre. Ça aurait pu être aussi une sorte de biographie de Pierre Cassin. Toute la deuxième partie, c'est mon engagement à gauche. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles je me suis engagé à gauche, que ça soit un moment politiquement au Parti communiste quand j'étais jeune et totalement inculte politiquement, chez les gauchistes après, chez les trotskistes, et surtout le mouvement syndical, les syndicats du livre, ce qu'il était, les combats que nous y avons menés, la fierté de ces combats, parce que le syndicat du livre était réellement une école républicaine. Je dis que c'était un syndicalisme identitaire, et j'assume ce terme. Donc effectivement, j'explique pendant toute la deuxième partie le militant de gauche que j'étais et pourquoi, avec toutes les valeurs que j'ai portées, j'ai considéré à partir de 2005, j'allais dire 1905, j'ai considéré à partir de 2005 que le combat social n'était plus le combat prioritaire. Ce qui ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas continuer à le mener. Et vous allez même, quand vous êtes jeune syndicaliste, Pierre Cassin, refuser de serrer la main d'un candidat RPR. Pour vous dire à quel point c'était costaud là. J'étais d'un sectarisme épouvantable et je n'ai pas raconté mon passage au Parti communiste. Il m'est arrivé de foutre dehors des militants socialistes de chez moi. Trop à droite. Oui, des traîtres. Pour moi, des traîtres. Entre nous, je suis pas sûr que j'étais pas tout à fait lucide là-dessus, mais bon, pour moi, les socialistes étaient des traîtres au combat de gauche, des traîtres à la cause des ouvriers, et c'était l'époque de la rupture du programme commun entre 1977 et 1978. Je les foutais dehors de chez moi, ce qui, avec le recul, est d'un sectarisme imbécile. Mais bon, quand on a 25 ans, on n'a pas le même regard. Tout est pardonnable à 25 ans. Question plus personnelle, je ne l'ai pas trouvé dans le livre. Avez-vous aussi évolué sur le plan économique par rapport à vos premiers engagements? Par exemple, je vous provoque un peu en vous disant finalement, les riches, il en faut peut-être aussi dans une société. Voilà. Je ne fuis jamais les questions. La question des gilets jaunes m'a forcément interpellé. Bon, j'avais pas besoin de celle-là, mais la revendication première des gilets jaunes, c'est moins d'impôts, moins de taxes.
Au début. Vous êtes au début, je dis bien, j'ai dit la revendication première, hein, qui a légèrement évolué depuis. Moi, c'est évident que le monde de la petite entreprise, c'est un sujet auquel je n'avais jamais réfléchi quand j'étais, et pourtant mes parents étaient bouchers, mes parents étaient petits commerçants. Et oui, donc c'était des gilets jaunes, quoi. Totalement. Jusqu'à l'âge de 10 ans, mais c'est vrai que j'avais jamais réfléchi, et pour moi, je vais aller au bout. Pour moi, l'image des impôts et des taxes, c'était quelque chose de nécessaire pour une république qui avait besoin de services publics, qui avait besoin d'une école qui marche, qui avait besoin d'un hôpital qui marche, qui avait besoin de transports qui marchent. Pour moi, il fallait payer des impôts et des taxes pour ça, et je trouvais ça normal. Et donc, quand des gens disaient qu'il fallait payer moins d'impôts et moins de taxes, je voyais dans cette requête du libéralisme, une politique thatchérienne, une politique reaganienne et tout. Je veux dire, on est obligé de se dire que ces années, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Vous êtes d'abord dans une économie ouverte. Vous avez foutu en l'air toutes les barrières, toute politique protectionniste. Le riche, il peut partir. Enfin, ils sont partis. Et d'autre part, vous avez notamment le prix de l'immigration qui est absolument exorbitant et qui est justement subi par toutes les petites entreprises, mais aussi par les Français de conditions modestes, par les taxes. Donc vous avez le prix de l'immigration, vous avez le prix d'une fonction publique qui est abondante et surabondante, il ne faut pas se cacher les choses. Hein, vous avez autant de fonctionnaires aujourd'hui que quand il y a eu la régionalisation, sur lesquels il faudrait dire plein de choses. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les impôts que nous payons, les taxes que nous payons, ne servent plus au bien commun, mais ils servent à un ensemble de clientélisme. Et plus nous payons d'impôts, moins l'école marche, moins l'hôpital marche, moins nos routes sont bien entretenues, plus nos services publics déconnent, bref, plus on paye d'impôts et plus c'est la pagaille et moins ça marche. À partir de là, vous êtes bien obligé de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, y compris au niveau économique, dans ce que nous appelions, nous, le républicain. Et moi, je pense qu'il faut en tirer les conclusions, il ne faut pas être dogmatique. Quand vous voyez la politique de Trump aux États-Unis, on a le droit de se dire que ça marche, et qu'au bout d'un moment, quand on n'est plus capable de protéger notre économie, et quand on fait subir des taxes exorbitantes et sans fin aux entreprises, on crée le chômage de masse. Donc je pense qu'il faut sortir du dogmatisme, il y a des situations nouvelles, il faut suivre ces situations nouvelles. C'est pas pour autant que je suis pour la privatisation de secteurs que je reconnais devoir continuer à échapper à la logique du profit. Je décèle aussi chez vous, Pierre Cassin, un regret dans vos engagements de jeunesse, une attirance pour Georges Marchais, quand il disait « produisons français », Georges Marchais qui avait un discours très patriotique. Tous ces gens, finalement, ces communistes de l'époque, on les retrouve aujourd'hui au Rassemblement national, beaucoup. Ah non, voilà, oui. Voilà, c'était la question que j'allais justement vous poser. Et puis, est-ce que finalement, si la gauche avait maintenu un discours plus patriotique, elle aurait gardé un immense socle? C'est sûr, moi je décris dans mes témoignages sur les ouvriers du livre, notamment, il y a un amour du pays. Il y a un amour de la France chez les personnes de base de gauche. Un amour de la France qui aujourd'hui a totalement disparu chez les leaders de gauche. Il n'y a pas que Mélenchon. Vous n'allez pas me dire que les Verts, en admettant qu'on puisse dire que c'est la gauche, aiment la France. Vous n'allez pas me dire que Benoît Hamon aime la France. C'est pas vrai. Ils aiment la France du grand remplacement. Mais ils n'aiment pas la France, quoi. Et par contre, mon grand regret, c'est justement, moi je considère, et je crois avoir trouvé une formule choc, je considère que les gens de gauche sont plus proches culturellement, idéologiquement des 11 millions de Français qui ont voté Front National que des 11 millions de musulmans que réclame le chiffre que réclame le Conseil français du culte musulman. Je considère aujourd'hui qu'on est dans une période où il faut réellement un rassemblement des Français autour de la défense du pays et de nos valeurs, dans l'esprit de 1940.
Parce que, bon, c'est bien, moi je suis les Gilets jaunes avec intérêt, avec passion même, mais j'ai envie de dire, pendant que je constate que les Français sont en train de se foutre sur la gueule, excusez-moi l'expression, pendant que je constate ça, pendant ce temps-là, dans les banlieues, tout ça, bah, la progression des islamistes continue, quoi. Et oui, et vous concluez avec finalement ce constat, vous dites l'agence France-Presse et les journalistes, nous, à Riposte Laïque, nous qualifient systématiquement d'extrême droite. Alors après ce que l'on vient d'entendre, votre parcours, vos convictions, ce que vous avez au fond de vous, on peut vous qualifier peut-être d'autre chose, mais pas d'extrême droite peut-être. Non, sachant enfin, quelle est la définition aussi de l'extrême droite? C'est pas un mot fourre-tout aussi. C'est dire celui que l'on n'aime pas, il est d'extrême droite. Vous savez que c'était un discours de Staline, dans ces cadres du Comintern. C'était quand vous avez en face de vous un adversaire politique, attaquez-le, traitez-le de fasciste, traitez-le d'extrême droite. Le temps qu'il se défende et le temps qu'il justifie qu'il ne l'est pas, il n'aura pas le temps d'expliquer autre chose. Et c'est clair que c'est aujourd'hui la stratégie, parce qu'en plus, dans l'inconscient, dans le matraquage médiatique extrême droite, ça veut dire nostalgique d'Adolf Hitler. Extrême droite, ça veut dire complice de l'anéantissement des Juifs. C'est le terme infamant par excellence. Et j'aimerais terminer cet entretien où l'on parle de votre livre Pierre Cassin et la gauche devint la putain de l'islam avec une pensée où vous dites les apostates de l'islam qui risquent leur peau, qui vous soutiennent aussi, parce que finalement on sait tous que vous prenez des coups dans les tribunaux, hein, voilà. On vous fait pas de cadeaux avec Christine Tazin, mais les apostates de l'islam risquent vraiment leur peau. Il faudrait penser à eux. Et je vais d'autant plus dans votre sens que parmi nos fiertés à Riposte Laïque, c'est que nous avons quotidiennement des apostats de l'islam qui justement risquent leur peau en écrivant chez nous. Je pense notamment à notre ami Pascal Ilout, né Mohamed, né au Maroc, qui a une histoire extraordinaire. C'est quelqu'un qui, à 5 ans, était dans les écoles coraniques. C'est quelqu'un qui a eu une force intellectuelle suffisamment forte, à 20 ans quand il a été étudié en Allemagne, pour découvrir la liberté extraordinaire du modèle occidental. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux d'une Française. C'est quelqu'un qui, pour intégrer le pays, montrer sa reconnaissance à un pays qui l'accueillait, a choisi de ne plus s'appeler Mohamed, mais a choisi de s'appeler Pascal. Et c'est cette personne qui s'est retrouvée au tribunal avec moi en 2012. C'est cette personne contre laquelle un procureur a requis 4 000 € d'amende et 2 mois de prison avec sursis. C'est cette personne qui a été condamnée malgré tout par la justice française. Quand j'entends hier qu'un rappeur qui appelait à pendre les Blancs n'a vu contre lui qu'un réquisitoire très modéré, alors que quand je vois que les islamistes bénéficient d'une complaisance de la part des tribunaux absolument révoltante, je vois que cet homme exceptionnel, Pascal Ilout, qui risque sa vie, vous avez raison Yannick, a été condamné par la justice française. Je ne peux m'empêcher de penser, quand je vois ça, à mon avocat qui me disait on reconnaît un imbécile à un homme qui dit qu'il a confiance en la justice de son pays. Merci Pierre Cassin. Le livre s'appelle « Et la gauche devint la putain de l'islam » aux éditions Riposte Laïque. On va sur le site évidemment de Riposte Laïque et il y a les liens qui vous renvoient, mais on trouve aussi sur les librairies en ligne. Les librairies en ligne et Riposte Laïque, effectivement. Merci Yannick. Pierre Cassin, le fondateur de Riposte Laïque, était mon invité.